Il y a 150 ans, jour pour jour, le député du Nord, Henri Vallon, montait à la tribune de l'Assemblée nationale à Versailles. Il défendit son amendement qui tenait en 3 phrases. Le président de la République est élu à la pluralité des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour 7 ans, il est rééligible. 3 courtes phrases qui vont pourtant changer notre destin républicain. Et il s'en est fallu de peu, de très peu. Quand à 18h passées, cet article additionnel est mis aux voix, le suspense est à son comble, car l'Assemblée est à majorité monarchiste. Quelques instants plus tard, le résultat tombe. L'amendement est adopté à 353 voix contre 352. À 1 voix près, le mot « République » entre dans les lois constitutionnelles. Cette voix décisive, selon la légende, fut celle d'un député monarchiste, outré par un collègue aristocrate qui lui avait tendu un parapluie et confondu avec un laquais. Il aurait voté avec la gauche pour se venger. Ce qui est certain, en revanche, c'est le rôle décisif que jouèrent les élus de ce que l'on nommait alors la représentation parlementaire coloniale. Ils votèrent tous pour l'amendement Vallon, à l'exception du représentant de l'Inde. Sans leur voix, sans ces voix d'outre-mer, la République aurait été rejetée. Ma proposition ne proclame pas la République, elle l'a fait, résuma Henri Vallon. Ce 30 janvier, la République n'est en effet pas proclamée en grande pompe, mais reconnue implicitement au détour d'un complément du nom. Même si 2 autres votes essentiels sur le Sénat républicain et nos lois constitutionnelles, aux résultats bien moins serrés, se tinrent en février et en juillet 1875, ce 30 janvier reste une date charnière dans notre histoire républicaine. Car en 1870, la République était loin d'être une évidence. Elle était là par intérim ou par défaut. Pour preuve de cette fragilité, la loi du 31 août 1873 dispose que les institutions ne sont que très provisoires en attendant qu'il soit statué sur les institutions définitives de la France. En somme, comme le résume avec malice l'historien Serge Bernstein, avec l'amendement Vallon, une assemblée en majorité monarchiste vient de fonder la Troisième République, sans exclure de la transformer un jour en monarchie. Et c'est pour mieux comprendre ce paradoxe que nous avons replacé ce 30 janvier dans le contexte des débuts de la Troisième République. Grâce à la richesse des collections, grâce aux archives nationales et aux archives municipales de Valenciennes, vous pourrez découvrir de véritables trésors, comme le procès-verbal authentique de la séance du 30 janvier 1875, ou alors le manuscrit de l'amendement d'Henri Vallon, écrit de sa main. Bien évidemment, cette exposition met aussi en lumière la figure trop méconnue d'Henri Vallon, car l'homme est loin de se réduire à un amendement. Inclassable et insaisissable, il est conservateur mais républicain, catholique mais libre penseur, modéré mais déterminé. En somme, il incarne le compromis républicain, au sens premier du terme. Notre exposition nous rappelle aussi qu'en 1847, 1 an avant la seconde abolition, Vallon écrit « Une histoire de l'esclavage dans l'Antiquité », saluée par Victor Schœlcher en personne. Schœlcher le nomma ensuite secrétaire de la commission de l'abolition de l'esclavage et l'aida à devenir député suppléant en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous honorons donc tant un des pères de la Troisième République qu'un humaniste et défenseur des droits humains universels. Pour faire vivre cet héritage, je salue les membres de l'association des amis et descendants d'Henri Vallon présents parmi nous. Et je les remercie d'avoir enrichi nos collections avec le don de ce buste d'Henri Vallon que nous avons le plaisir d'exposer. Je remercie enfin le comité d'histoire politique et parlementaire pour sa contribution à ce projet. Mesdames et messieurs,
Ce qui s'est joué à une voix près, il y a 150 ans, nous parle encore. Car oui, le passé continue d'éclairer le présent. Présidente de l'Assemblée nationale, je vois au moins 3 grands enseignements à tirer de ce moment vallon. Le premier, c'est que chaque voix compte en démocratie. Il suffit parfois d'une voix, d'une seule voix, pour faire basculer un scrutin crucial et parfois changer le visage de nos démocraties. Dans notre histoire, un autre vote crucial se joua également à une voix près, et pas le moindre, la mort de Louis XVI. Le 18 janvier 1793, les représentants du peuple doivent décider de la peine à infliger à Louis XVI. À 361 voix, soit une voix de plus que la majorité requise, ils optent pour la mort. 3 jours plus tard, le citoyen Capet est guillotiné, place de la Révolution. Plus près de nous dans le temps et dans un tout autre contexte, la révision constitutionnelle de 2008 fut elle aussi adoptée à une voix près, et là aussi à Versailles. À une voix près, les droits du Parlement n'auraient pas été renforcés. À une voix près, la question prioritaire de constitutionnalité, cette révolution juridique et démocratique, aurait été refusée aux Français. Alors oui, toutes les voix comptent en démocratie. Tel est le premier enseignement du moment vallon. Son deuxième, c'est de nous montrer la force du compromis. Car cet article additionnel n'aurait jamais vu le jour sans ce que René Rémond appela une conjecture des centres, une entente entre des forces que l'on disait irréconciliables et qui pourtant surent se rassembler sur l'essentiel, sur la République. Henri Vallon, homme de dialogue et de nuances, fut un des architectes de ce compromis. Il aida à bâtir des convergences et à dépasser les divergences. Il prouva que le compromis n'était pas une compromission, mais une ambition. Et dans notre paysage politique fragmenté, où les divisions pourraient paralyser l'action, il nous faut aussi pleinement retrouver cet esprit du compromis au fondement de l'idéal tertio-républicain pour rassembler au-delà des fractures et agir au-delà des postures. Mais ce compromis ne se contentait pas d'unir, il stabilisait aussi nos institutions. Et tel est le troisième enseignement de ce moment vallon. Il nous montre la nécessité, comme les bienfaits, de la stabilité institutionnelle pour notre pays. Car à l'origine de l'amendement, il y avait un besoin impérieux, celui, selon les mots mêmes d'Henri Vallon, de sortir du provisoire, de retrouver, je le cite encore, de la stabilité dans le pouvoir. Pour lui, cette stabilité institutionnelle n'était pas une fin en soi, mais le prérequis pour que la France puisse se relever, retrouver sa postérité et reprendre sa place dans le monde. Ce besoin de stabilité se comprend bien. De 1791 à 1875, 13 constitutions se succèdent. Aucune d'elles ne tient plus de 15 ans. Au contraire, les lois constitutionnelles de 1875 vont perdurer jusqu'en 1940. Il s'agira du régime républicain le plus durable jusqu'à l'an dernier, lorsque la Ve République l'a dépassé. L'avenir aura donc donné raison à Henri Vallon. Cette stabilité institutionnelle a donné à la France l'élan et l'assise nécessaires pour adopter des lois qui forment encore aujourd'hui notre socle républicain. La loi de 1881 sur la liberté de la presse, la loi de 1881 et 1882 pour l'école gratuite, laïque et obligatoire, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. C'est ainsi la troisième leçon du moment Vallon, la stabilité est socle de progrès. Dans la période tumultueuse et tourmentée que nous vivons, marquée par le doute, par les divisions, il est donc de ma responsabilité d'œuvrer pour stabiliser nos institutions. Aussi fragmentées, aussi clivées soient-elles, je continuerai ainsi à me battre pour faire fonctionner notre Assemblée nationale, pour construire des passerelles au-delà des murs, pour trouver la stabilité par le compromis et le dialogue. Entendez-moi bien, des institutions stabilisées ne signifient pas des institutions figées. La stabilité n'est pas l'inertie,
Bien au contraire. Elle est le socle sur lequel nous pouvons continuer à moderniser, à adapter nos institutions pour les rapprocher encore de nos concitoyens. Je pense en particulier à la pratique référendaire, en sommeil depuis 20 ans, que je souhaiterais réveiller. D'une part, à travers une révision de l'article 11 de notre Constitution, et d'autre part, en instituant une journée de la participation démocratique. Mesdames et messieurs, transmettre les enseignements de notre histoire, les rendre vivants, accessibles, dans ce lieu chargé de symboles qu'est l'Assemblée nationale, voilà une responsabilité et une mission qui me sont particulièrement chères. Et c'est pourquoi je suis très fière de vous présenter la présente exposition dans cette salle des Pas Perdus. Et je suis encore plus fière qu'elle puisse s'ouvrir au plus grand nombre, en particulier aux étudiants dont je salue ici la présence. Parce que j'ai une vision. Je pense que l'Assemblée nationale doit être pleinement la maison du peuple, qu'elle doit être ouverte à tous les citoyens. L'Assemblée nationale doit être un pont avec les Français, entre le présent et le passé, entre la mémoire et l'avenir. Il y a 150 ans, prit ainsi forme le vœu prophétique que formula 24 ans plus tôt un autre grand député de notre histoire, Victor Hugo. Et je souhaiterais terminer par ces mots. Savez-vous ce qui fait la République forte? Savez-vous ce qui l'a fait invincible? Savez-vous ce qui l'a fait indestructible? C'est qu'elle est la somme du labeur des générations. C'est qu'elle est le produit accumulé des efforts antérieurs. C'est qu'elle est un résultat historique autant qu'un fait politique. C'est qu'elle est la forme absolue, suprême, nécessaire du temps où nous vivons. Je vous remercie pour votre attention. Je vais céder la parole à Madame Fabienne Giard, qui préside l'Association des descendants et amis d'Henri Vallon. Et avec vous, nous pourrons dire ensemble « Vive la République et vive la France !»